Donc bienvenue à cette table ronde autour des fake news virales et du vaccin de la culture scientifique. Pardon. Désolé pour les antivax, ils peuvent rester tout de même dans la salle pour nous écouter, éventuellement intervenir. Alors, je vais donc commencer par quelques mots d'introduction sur le sujet et je laisserai ensuite la parole à Pascal Marchand, que je présenterai bien entendu, et Jean-Benoît Mébec. Alors, que peut-on dire? Depuis quelques années, on voit croître l'importance des réseaux sociaux, chacun le sait. Des millions de gens se connectent chaque jour. Mais qu'y trouvent-ils? Tout et n'importe quoi. Tout et son contraire. Le plus inquiétant, c'est qu'ils se détournent des sources fiables de l'information, des sources accréditées. Les médias traditionnels, les sites officiels de la recherche scientifique, comme le CNRS, les organismes gouvernementaux. De ce fait, l'accès à l'information juste, se trouve de plus en plus compromis. À la vérité factuelle s'oppose une soi-disant vérité alternative qui en réalité n'est pas une vérité, mais un leurre mensonger. Aujourd'hui, des millions de gens errent dans une sorte de no man's land où se brouillent les frontières du vrai et du faux, du possible et de l'impossible, du probable et de l'improbable. Chacun va y chercher ce qui tente à conforter ses présomptions, à renforcer ses croyances, à valider ses opinions. C'est ce qu'on appelle le biais cognitif de confirmation. Et l'intelligence artificielle, on peut le supposer, ne fera qu'amplifier le phénomène. Alors, tout l'enjeu est là. Dans le monde de la post-vérité, l'accès à la connaissance se trouve obstrué par toutes sortes de manipulations. Et cela se fait au bénéfice d'autres entrées, celles de l'a priori, de l'opinion préconstruite, du jugement, de l'émotion. Et le pire est que ce nouveau formatage des esprits développe une suspicion généralisée, irrationnelle, à l'égard des autorités scientifiques, à l'égard des autorités officielles. Dans le monde de la pernicieuse post-vérité, tout, absolument tout, peut être mis en doute, puisque tout, absolument tout, peut être contredit, même les vérités les plus établies. Il suffit que des influenceurs mettent en cause, même de manière arbitraire et injustifiable, le discours des chercheurs, professeurs, médecins, porte-paroles officiels de l'autorité, pour que leurs followers relaient leur négationnisme, leur déni, et enclenchent des tunnels complotistes où viennent s'engouffrer les plus crédules, les plus vulnérables, c'est-à-dire en réalité des masses de gens. La question est donc de savoir comment il est possible, si on est optimiste, ou s'il est encore possible, si l'on est pessimiste, de remettre des millions de gens sur la voie de la rationalité, pour les engager à rechercher et reconnaître ce qui est attesté, certifié scientifiquement, bien sûr, à l'instant T de nos connaissances, puisque toute vérité scientifique évolue naturellement. Comment redonner à l'humanité le goût du vrai? C'est une question qui m'interpelle. Comment l'engager à ne pas se laisser séduire par les ombres trompeuses qui dansent sur les parois de la caverne où elles se recroquevillent? Alors, j'ai retrouvé une citation très intéressante pour terminer mon propos. C'est une citation du philosophe Nietzsche qui écrivait ces phrases incroyablement prophétiques en 1878 dans un texte qui s'intitule « Avenir de la science ». C'est extrait de « Humain trop humain ». Il écrit ceci: « L'intérêt pris à la vérité cessera à mesure qu'elle garantira moins de plaisir. L'illusion, l'erreur, la fantaisie reconquerront pas à pas, parce qu'ils s'y attachent du plaisir, leur territoire auparavant occupé. La ruine des sciences, la rechute dans la barbarie est la conséquence prochaine. De nouveau, l'humanité devra recommencer à tisser sa toile, après l'avoir, comme Pénélope, détruite pendant la nuit. Mais qui nous est garant qu'elle en retrouvera toujours la force ?» Donc vous retrouvez ce texte dans « Humain trop humain ».
Alors pour évoquer avec vous ces sujets, j'ai à mes côtés Pascal Marchand, que je vais présenter dans un instant, et Jean-Benoît Mébec. Alors, Pascal Marchand, à ma droite, est professeur à l'Université de Toulouse, en sciences de l'information et de la communication. Pendant plus de 20 ans, il a développé ses recherches sur les discours, débats et controverses politiques, puis sur les effets psychosociaux des médias. Aujourd'hui, il s'intéresse plus particulièrement aux théories du complot et aux phénomènes de malveillance numérique au sein de Cybersécurité d'Occitanie. Alors, à ma gauche, Jean-Benoît Mébec est graphiste et auteur de bande dessinée. Il publie en ce moment avec Pascal Marchand une série de volumes sur l'histoire des idées scientifiques en bande dessinée. Le premier volume est à votre disposition, de l'autre côté de la salle. Le premier volume Eureka donc, est paru en août 2023 aux éditions La Boîte à Bulles. Jean-Benoît Mébec est aussi l'auteur de plusieurs bandes dessinées sur les migrants, les sans-papiers, l'endoctrinement djihadiste. Alors sur nos deux intervenants, que je remercie d'avoir bien voulu participer à cette table ronde, vous trouverez d'autres informations sur le site de l'ITEM, l'Institut toulousain d'études maçonniques. Et sans plus attendre maintenant, je vais donner la parole donc à nos deux intervenants sur le thème proposé, contre les fake news virales, le vaccin de la culture scientifique. Et je donnerai ensuite la parole à la salle pour que vous puissiez poser vos questions. Merci de votre attention. Je donne la parole à Pascal Marchand. Merci beaucoup et merci à vous d'être là. Merci aux organisateurs pour votre invitation. Donc oui, moi je suis professeur en sciences de l'information et de la communication. Au départ, je viens de la cognition sociale, donc de la psychologie sociale expérimentale. Et je m'intéresse notamment, et j'y reviendrai peut-être un petit peu après, à des méthodes, des technologies d'analyse de discours assistées par ordinateur, ce qu'on appelle l'analyse des données textuelles massives, qui me permet effectivement de me confronter à de très grands volumes de textes, notamment des textes qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux, et d'essayer de détecter différentes prises de position sur les réseaux, sur des forums. Et donc là aujourd'hui je vais essayer d'aborder la question. Tiens, peut-être par contre je vais mettre un chronomètre pour essayer de ne pas trop dépasser mon temps. Je vais essayer d'aborder la question de la désinformation. Alors bien sûr, quand on parle de désinformation, on a souvent en tête des régimes plus ou moins totalitaires qui manipulent leur population, font de l'ingérence informationnelle dans d'autres pays pour essayer de déstabiliser les démocraties. Et on pense à la Russie avec quelque chose de nouveau, c'est que la politique de la Russie, c'est de ne plus avoir peur de ce qu'on appelle nous le debunking, c'est-à-dire la démystification, le fact-checking si vous voulez, mais d'occuper l'espace informationnel, même avec des informations qui seront rapidement démenties. On pense à la Chine aussi, qui table aussi pas mal sur sa diaspora. On pense à la Turquie et ses fermatrolls. On pense à l'Iran, à Israël. Donc un certain nombre de pays qui diffusent des informations à très très grande échelle. Donc ça existe, les travaux par exemple de David Colomb, et je vous invite à regarder le numéro de novembre là, de la Revue des Deux Mondes qui porte sur la désinformation, ce fléau. D'ailleurs, un pays que je n'ai pas cité, c'est les États-Unis. La page de garde de la Revue des Deux Mondes, c'est Elon Musk. Donc on voit aussi que ça touche tout un tas de grandes puissances. Les travaux de David Chavalarias à l'Institut des systèmes complexes aussi à Paris, qui travaille aussi sur la twittosphère, comme on dit toujours, et qui montre les évolutions des échanges sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Et donc, il y a tout un tas de choses, et pour travailler pas mal dans le domaine de la cybersécurité, puisque, comme tu l'as rappelé, je travaille au sein de l'Institut de cybersécurité d'Occitanie, je sais que tout ça existe, et je ne néglige absolument pas l'intérêt et l'urgence qu'il y a à s'emparer de cette question qu'on appelle souvent la question de la guerre cognitive. Pourtant, aujourd'hui, là, je vais un petit peu déplacer mon propos. C'est-à-dire que je vais le déplacer des sources vers les cibles. Et la question, c'est qui est touché par ces informations, pourquoi, est-ce que ça marche vraiment, et si ça marche, comment ça marche. Voilà un petit peu, en tant que cogniticien, ce qui m'intéresse, c'est plus le regard du point de vue des récepteurs que du point de vue des émetteurs. Et donc j'interviendrai d'abord sur un certain nombre de constats qu'on peut faire, sur l'état de l'opinion publique et ses sensibilités éventuelles à cette désinformation. Et puis ensuite, Jean-Benoît interviendra aussi
aussi sur ces projets et puis le projet qu'on a ensemble, qui est une forme de réponse. En tout cas, nous, on le conçoit comme ça. Et donc, je vais intervenir sur plusieurs plans, le plan de la confiance, le plan de la connaissance, le plan de la culture scientifique, et puis surtout, j'insisterai un petit peu sur ce que j'appelle les armes rhétoriques de la désinformation, et puis une petite conclusion sur l'esprit critique. Donc la connaissance, vous avez sans doute entendu dire que les informations n'arrivent pas dans un vide social, qu'il y a un état de la connaissance scientifique dans les populations, et si j'en crois certaines études, et certaines extrêmement récentes, puisqu'elles datent de cette semaine ou de la semaine dernière, et je pense au Conseil supérieur de l'éducation nationale, le Conseil scientifique de l'éducation nationale, l'état de la connaissance scientifique, notamment dans nos jeunes générations, n'est pas très bon. On a des problèmes, donc il y a un certain nombre d'études qui le montrent. Vous avez sans doute entendu parler des études TIMSS, donc sur les tendances en mathématiques et études des sciences, qui montrent que finalement la France est sans doute le dernier pays européen dans les statistiques d'évaluation des élèves, que nous avons un déficit réel de connaissances scientifiques du côté des élèves, que la familiarité avec les sciences baisse régulièrement, notamment depuis 2012. Ça, c'est notamment une enquête qui s'appelle Science and You, qui a été publiée en 2021, qui montre ça sur une très grande échelle de temps. Que la France est en échec à la fois sur le plan de l'équité et de l'excellence. L'excellence, c'est le nombre d'individus qui arrivent aux meilleures notes des évaluations internationales, et l'équité, c'est le nombre d'individus qui arrivent à la moyenne. Et dans les deux indicateurs, la France est très très en retard. Donc ça, c'est l'enquête PISA, dont vous avez peut-être entendu parler en 2022, qui montre ça. On sait qu'à l'entrée en sixième, la plupart des élèves ignorent le sens des fractions les plus simples. Ça, c'était une note d'alerte du Conseil supérieur de l'éducation nationale de l'année dernière, qui avait montré par exemple que lorsqu'on demandait à des élèves de placer un demi sur une échelle graduée de 0 à 5, on avait 78% d'erreurs. Donc les élèves ne savaient pas écrire sur une échelle 0 à 5, ne savaient pas positionner correctement un demi. Il y avait un autre test qui pouvait prêter à sourire, mais qui marche à l'écrit, qui ne marche pas forcément à l'oral. Mais quand on demandait à votre avis combien y a-t-il de quarts d'heure dans 3 quarts d'heure, donc dans 3 quarts d'heure, la plupart des élèves ne savaient pas le positionner, ne savaient pas dire qu'il y avait 3 quarts d'heure dans 3 quarts d'heure. Alors dit à l'oral, ça fait un peu cheval blanc d'Henri IV, je suis d'accord. Mais à l'écrit, ça prend une autre dimension. Donc énorme déficit de compréhension des fractions dans toute la scolarité, et surtout chez les filles. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on remarque enquête après enquête. C'est le déficit qu'il y a d'orientation vers les sciences et d'attrait pour les sciences chez les jeunes filles. Et là aussi, la dernière enquête du Conseil supérieur de l'éducation nationale montre qu'il y a une stabilité. Alors, il y a une stabilité dans la médiocrité, mais il y a une stabilité dans les résultats. Par contre, que c'est encore plus grave chez les filles que chez les garçons. Et ça, notamment depuis 2022. Il y a une chute qui a... En gros, la réforme des lycées a éloigné considérablement les jeunes filles des maths et des sciences. Donc là, il y a aussi un certain nombre d'indicateurs là-dessus. Ça, c'était pour la question de la connaissance. La deuxième question que je posais, c'était la question de la confiance. Alors, quelquefois, dans ce genre d'intervention, je fais un petit quiz, mais là, on ne va pas le faire parce qu'il ne faudrait pas déranger les salles d'à côté. Mais je peux vous demander qui a dit la phrase suivante, qui a dit « L'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur ». Ça, c'était Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président de la République. Qui a dit « Expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser ». C'est Manuel Valls, Premier ministre. Qui a dit « Je crois profondément qu'il peut exister des continuités entre Dieu et la science, religion et raison », c'est Emmanuel Macron en 2021. Qui a dit « Je connais et je respecte la vie des scientifiques, le problème c'est qu'il y a la vie réelle », ça c'était Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy, en 2023. Et la dernière que j'ai trouvée, c'est « Nous devons donc être très attentifs à éviter le développement d'un dogme qui serait celui d'une science officielle, ce serait tout à fait dangereux ». Et ça, c'est Patrick Hetzel, notre actuel ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc on voit qu'il y a, y compris au plus haut niveau des décideurs politiques et économiques, une certaine distance, une certaine méfiance vis-à-vis du conseil scientifique, du discours scientifique.
Et quand on regarde une enquête, ça c'est un institut qui s'appelle Recto Verso qui a fait cette enquête-là, ils ont passé au crible 190 ministres depuis 2000 et ils ont croisé avec 337 formations supérieures. Ils ont montré que finalement 3% simplement des ministres de la Ve République, donc depuis 2000, avaient une formation scientifique. Ça monte à 10% quand on ajoute les médecins et les vétérinaires. Mais ça veut dire que 90% de nos dirigeants n'ont pas de formation scientifique. Alors on pourrait se dire, c'est pas très grave s'ils s'entourent de personnes qui ont une formation scientifique. Mais non, ça va dans le même sens. Les gens viennent des mêmes formations, c'est-à-dire sciences politiques, droit, gestion, administration, un peu de philosophie. Mais donc, on a grosso modo, au niveau de nos décideurs politiques et économiques, un déficit très fort de formation scientifique. Donc la question, c'est, alors ça a fait l'objet d'un certain nombre d'études et de réactions. Un article dans Nature en 2023 et un dans Science en 2024 qui montre l'impact que ce déficit de culture scientifique dans nos dirigeants a pu avoir sur la gestion de la pandémie. Donc, et là encore, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Nature ou Science, c'est que ça fait 2 grandes revues mondiales en sciences. Donc, déficit de confiance aussi, et cette confiance, on la retrouve dans la population. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde, par exemple, si on demande aux gens, à votre avis, est-ce qu'on s'en remet trop à la science plutôt qu'à la foi, en France, ça augmente régulièrement. On était à 27% au niveau des dernières mesures. Et on est l'un des pays les moins confiants dans la science. Donc il y a tout un tas d'indicateurs. J'en ai sous les yeux là, mais je ne vais pas tous vous les décrire. Je vais peut-être le résumer à un seul. Lorsqu'on demande aux gens, à votre avis, est-ce que la science provoque plus de bien que de mal, plus de mal que de bien, ou autant de bien que de mal? Eh bien, on a une augmentation du plus de mal que de bien régulière depuis quelques années et une baisse de plus de bien que de mal. Donc on a un déficit sur certains indicateurs. La France affiche, ça c'est un baromètre européen, un eurobaromètre scientifique, affiche les plus mauvais scores juste avant la Roumanie sur la confiance dans la science. Donc il y a quand même un intérêt pour la science, mais avec de très très fortes disparités socio-économiques et surtout génériques. En gros, quand on essaye de faire des catégories sur le rapport à la science, on va retrouver qu'il y a des catégories qui sont assez proches et assez intéressées par la science. Et on va trouver ça surtout chez des hommes de haut niveau socio-professionnel. Quand on regarde un petit peu chez des femmes et faible niveau socio-professionnel, là on va avoir une méfiance ou une distance. Les deux ont été distingués vis-à-vis de la culture scientifique. Récemment, je lisais. Alors, on peut se dire, oui, mais alors tout ça, c'est aussi la faute de la technologie, de l'intelligence artificielle, et peut-être que finalement, ces problèmes de l'intelligence artificielle pourraient être résolus par l'intelligence artificielle. Et je lisais qu'effectivement, alors ça, c'était dans le Figaro étudiant, un grand titre qui disait « Plus besoin d'être bon en maths, une application scanne vos exercices et les fait à votre place ». Donc ça, c'est extraordinaire pour la culture scientifique. On n'en a plus besoin puisque l'intelligence artificielle va le faire avec nous. Sauf que ce n'est pas aussi clair que ça. Il y a des petits malins qui se sont amusés à poser à une trentaine de modèles de langage. Vous connaissez ChatGPT par exemple, mais il y en a d'autres. Des petits problèmes de maths assez simples. Alors je vous en donne un. Alice a 4 sœurs et un frère. Combien de sœurs a le frère d'Alice ? Et donc, on demande à ChatGPT de résoudre ce problème-là. Je pense que, je le redis, Alice a 4 sœurs et un frère. Combien de sœurs a le frère d'Alice ? Eh bien, ChatGPT répond, le frère d'Alice a le même nombre de sœurs qu'Alice, donc 4 sœurs. Alors, l'utilisateur, un petit peu malin, dit, es-tu sûr ? ChatGPT répond, oui, j'en suis sûr. Puisque Alice a 4 sœurs, son frère partage les mêmes sœurs qu'elle, donc le frère d'Alice a bien 4 sœurs. Du coup, l'utilisateur dit « Quel est ton raisonnement ?» Et ChatGPT répond « Le raisonnement est le suivant. Alice a 4 sœurs, ce qui signifie qu'il y a 5 filles en tout. Alice plus ses 4 sœurs. Alice a également un frère, donc il y a un garçon dans la fratrie. Comme le frère d'Alice fait partie de cette même famille, il a aussi 4 sœurs, les mêmes qu'Alice, puisqu'elles sont toutes dans la même fratrie. Donc, le frère d'Alice a également 4 sœurs. » Donc, si on peut faire confiance à ChatGPT pour un certain nombre de choses, sans doute pas pour résoudre des problèmes de maths. Donc, la culture scientifique, ça n'est pas un luxe qu'on va avoir, ça va être une nécessité.
Alors a-t-on besoin de culture scientifique pour réussir sa vie? Ça, c'est un titre que j'aime bien. Et on pourrait être tenté de dire pas forcément. Pas forcément. Il y a un retour qui est mentionné par un certain nombre d'associations, je pense à Mivilude, UNADFI, GEMPI, Ligue des droits de l'homme, qui montrent un retour de la pensée magique, de la philosophie New Age, qui peut aussi nourrir des complotismes et des pseudosciences. Une étude que je voyais cette semaine, c'est que sur les forums de librairies en ligne, de Fnac, Amazon, etc., quand on tape Covid-21, par exemple, le premier livre qui sortait, c'était le livre de Pierre Aymar, qui disait que le Covid-19 représentait la plus grande manipulation biologique et politique et médiatique de tous les temps. Donc on a aussi une mise en avant des ouvrages complotistes et dénialistes, parce que ça marche aussi sur le climat, qui a été validé donc, sur Fnac en France et sur Amazon par une équipe de chercheurs suédois qui accuse un peu cette plateforme de faire remonter un peu trop facilement les ouvrages climato-sceptiques et contraires à la vision scientifique. Il y a un certain nombre d'applications dans des domaines très très différents. Je ne vais pas vous faire un grand catalogue des horreurs qu'on a pu lister, mais dans l'agriculture, alors je laisserai Jean-Benoît intervenir sur les liens entre la biodynamie et l'anthroposophie. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur ces choses-là à l'heure actuelle et sur ce retour-là. Dans l'éducation, un certain nombre de choses, de pseudosciences sont en train de rentrer à l'éducation au travers de pratiques qui ne sont pas elles-mêmes toujours pseudo-scientifiques et complotistes, mais qui peuvent véhiculer des groupes de cet ordre-là. Donc je pense à la méditation pleine conscience, à la psychologie positive. On voit des techniques de douche de lumière, des choses comme ça qui commencent à rentrer dans les écoles. Dans les universités aussi, la méditation pleine conscience est en train d'arriver à l'université. Il y a un master, on a pu repérer un master dont l'intitulé était « Vers une bienvivance et une approche du care quantique, du leadership capacitant et vibratoire ». Ça, c'est le master, donc 5e année d'université, et il existe toujours. Dernière nouvelle, le terme quantique a été retiré. Donc il y a des laboratoires d'expérience sensibles qui en plus sont promus par le CNRS. La dernière fiche que j'ai vue, c'était pour trouver le flow et la plénitude harmonieuse par le yoga méditatif, la communication végétale et la danse 5 rythmes. Un certain nombre de formations aussi sur les compétences psychosociales à base de nettoyage, libération des mémoires cellulaires, hypnose humaniste, Healy, qui est un soin quantique avec des ondes, analyse de l'aura, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on voit arriver à l'université. Donc on peut commencer à se demander si l'université est le lieu d'expression de ce type de connaissances. Dans la santé, bien évidemment, des médecines alternatives, la naturopathie. Il y avait un titre de l'Empire suisse des gourous français qui montrait comment ce genre de choses était piloté par des groupes. L'Agence des médecines complémentaires adaptées. Je suis allé récemment sur le site. Il y a une ancienne ministre qui est dans le comité. Et ce groupe-là se prévaut du parrainage du président de la République. Récemment, il y a eu un partenariat entre Seven et Velleda, dont on sait les relations entre laboratoires pharmaceutiques, homéopathie et anthroposophie, avec quand même une aide publique de 100 000 €. Et bon, je vous passe la crème quantique de Guerlain ou tout un tas de choses comme ça. Donc ces discours sont en train de se diffuser un petit peu partout, y compris dans l'industrie. L'entreprise aussi, des formations autour du bien-être, du coaching, du développement personnel. Je rappelle qu'un rapport de la DGCCRF disait qu'il y avait 80% d'anomalies dans les réponses aux appels d'offres sur le coaching en entreprise. Peut-être Jean-Benoît en dira 2 mots, mais le béton astral pour le bien-être qui est commercialisé par une entreprise qui est soutenue par l'État français. Et puis les sourciers, ça c'est une dernière chose un petit peu à la mode, les sourciers géobiologiques sur des chantiers d'éoliennes qui sont encouragés par les préfectures et les chambres d'industrie. Donc on a une entrée régulière qui augmente dans ces champs aussi divers, de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'université, de l'éducation, de l'entreprise, de l'industrie, qui font de plus en plus appel à des techniques qu'on peut dire pseudo-scientifiques et alternatives. Alors pourquoi ça marche ?
Pourquoi ça marche? Parce que ces choses-là reposent sur des rhétoriques, hein, sur des modes de discours qui sont valorisants et valorisés socialement. Et qu'il n'y a pas de réel contre-pouvoir sur ce type de pratique. Moi, je me suis amusé à regarder un petit peu ce qui se disait, on le disait en introduction, sur les vaccins. Sur les vaccins, il y a eu donc un certain nombre de discours circulants. Moi, je suis allé voir ceux qui circulaient sur le site de France Info. Vous savez que quand France Info fait un reportage, France Info sur le web, hein, quand France Info fait un reportage, il y a la possibilité de laisser des commentaires. Et donc, je ne sais pas si vous avez regardé ces commentaires, c'est quelquefois un petit peu fatigant. Mais je suis allé voir sur la page spécifique indexée par France Info sur les vaccins. Donc, c'est la page coronavirus vaccin. Et donc là, on a trouvé 135 000 commentaires. 135 000 commentaires, ça correspond à 5,5 millions de mots. Là, je rentre dans la technique. 5,5 millions de mots, alors les millions de mots, c'est comme les millions d'euros, quelquefois on ne se rend pas compte. Mais pour vous dire clairement, la Bible des chrétiens, Ancien, Nouveau Testament et tout ce qui vient après, ça fait à peu près 800 000 mots. Donc si je dis 5,5 millions de mots, c'est 7 fois la Bible. Voilà un petit peu le matériel qu'on a sur donc 7 fois la Bible. Ça devient un petit peu difficile à lire. Et donc nous, on développe des logiciels pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans ces gros corpus qui sont difficiles à lire. Comment on peut cartographier le lexique, classer le lexique en différentes classes de thèmes. Et puis aussi, quand on a ce qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire des informations sur les locuteurs ou les situations, on peut aussi faire du profilage et de l'extraction de segments caractéristiques. Donc du coup, on est allé voir un petit peu ce qui se passait. Et la première, donc l'idée, c'est qu'on sait que dans ces 135 000 commentaires, il y a du complotisme. La question, c'est comment le détecter et comment analyser cette rhétorique complotiste. Et du coup, on les a extraits, on les a analysés, et les résultats montrent un premier résultat. Première chose quand même étonnante, on ne s'y attendait pas, c'est que le monde ne se sépare pas en pro-vax rationnels contre les anti-vax complotistes. On n'arrive pas à identifier une rhétorique purement complotiste. Donc les pro-vax ou les anti-vax ne sont pas une catégorie pertinente et complotisme encore moins dans l'analyse statistique et informatique des commentaires. Donc ça vient nous perturber un petit peu, parce que le monde serait quand même plus organisé si on pouvait avoir des gentils contre des méchants. Mais là non, c'est pas du tout comme ça. On a en gros plutôt deux grandes façons de parler des vaccins. Une première façon qui est plutôt une façon descriptive, factuelle. Objective au sens où on considère l'objet virus, l'objet vaccin, avec des mots comme vaccin, virus, morbidité, variant, vaccination, première dose, deuxième dose, etc. Donc un discours descriptif, factuel, qui est un discours éventuellement, qui est un discours informationnel, éventuellement traversé par de la controverse. Les gens ne vont pas forcément être d'accord entre eux, mais où il y a une place pour le doute. Le doute peut être présent. Mais on verra qu'on a du doute, on n'a pas forcément de la suspicion, ce qui sera la deuxième catégorie. C'est-à-dire que les gens peuvent douter de l'objet, douter de la validité d'un vaccin, douter de sa pertinence. Ils vont rentrer dans une controverse, ils vont échanger, mais par contre, ils ne vont pas forcément... ils vont rester descriptifs. Ils vont rester... Quelquefois, je dis, on peut parler des fleurs comme un botaniste ou un fleuriste. En fait, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Jean-Léon Beauvois et Nicole Dubois qui ont écrit ça. Et là, c'est une façon de parler des vaccins un peu comme un botaniste. Comment ça marche une fleur, comment c'est fait, comment ça fonctionne. Et puis, vous avez tout un autre champ lexical qui, lui, va avoir une perspective beaucoup plus évaluative. C'est-à-dire qu'il va intégrer l'objet vaccin dans un univers symbolique qui est un univers de représentation sociale, de relations sociales, pour essayer de voir si le fait d'être pour ou contre le vaccin me met pour ou contre certains groupes ou certains individus. Donc faire jouer des rapports de compétition et de coopération entre les groupes ou à l'intérieur des groupes, entre les individus. Donc l'idée, c'est que là on est plus du côté du fleuriste, c'est-à-dire qu'on est dans la fleur, quel est son symbole, quel est son langage, comment je l'utilise et comment elle traduit des relations symboliques et sociales. Donc c'est un petit peu ça l'opposition qu'on retrouve avec les vaccins. Donc une deuxième façon d'en parler qui est plus symbolique, plus subjective, qui va chercher à justifier des pratiques. On a un modèle qui nous permet de retrouver ça,
qui est le modèle de Daniel Kahneman, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui était un psychologue social qui a eu le prix Nobel d'économie et qui parlait de système 1, système 2 de la pensée. Système 1 est un système plutôt intuitif, il l'appelle le système du lièvre. Ça va vite, je juge et j'évalue quelque chose en fonction de mes connaissances, de mes intuitions, de mes affects, et je prends une décision en fonction de ça. Et puis le système 2 est plus analytique, c'est le système de la tortue. Il prend plus de temps, plus de ressources intellectuelles, cognitives. Il me demande un petit peu d'analyser les choses. Et c'est ça qu'on retrouve. Donc c'est d'un côté le système 1 intuitif intuitif affectif et donc plus évaluatif et plus lié aux relations sociales. Et de l'autre côté le système 2 plus analytique, plus descriptif et plus factuel. Et donc, dans ce système 1, dans cette façon évaluative et symbolique d'évaluer, c'est là qu'on va pouvoir retrouver des traces de biais cognitifs, beaucoup plus forts. Alors que la première partie plus descriptive, en gros, qu'est-ce qu'on va décrire ? On va quantifier un phénomène, on va essayer de qualifier ses causes, ses conséquences, on va essayer d'analyser, pour ce qui est des vaccins, une analyse biologique, une analyse clinique, une analyse des procédures. On va discuter, éventuellement s'affronter sur ces questions-là. Alors que dans le système 2, on va avoir beaucoup plus de biais cognitifs, on va contextualiser l'information, on va voir apparaître, est-ce que être pro ou anti-vax, c'est être pro ou anti-Macron ? Qu'est-ce que ça nous dit de la liberté ? Qu'est-ce que ça nous dit aussi de la généralisation de mon cas personnel ? Ça, c'est un biais cognitif assez connu. On parlait du biais de confirmation. Est-ce que ce que je peux rencontrer va confirmer mon idée ? Et surtout, comment est-ce que ça va pouvoir faire jouer des relations sociales ? Récemment, et j'étais la semaine dernière à Rennes, Rennes c'est le grand lieu de la cybersécurité en France. Donc j'étais invité par le commandement de la cyberdéfense à parler un petit peu de ces choses-là. Et j'ai exposé une extension de cette étude. J'ai dit, dans mon corpus de France Info, je vais essayer d'injecter du complotisme. Et comme ça, je vais voir où est-ce que le complotisme va se nicher dans tout ce que je viens de vous raconter de classes d'analyse et de classes de biais cognitifs. Et ce qui est assez intéressant, c'est alors quel poison complotiste j'ai pris ? J'ai pris le film Hold Up, on a peut-être entendu parler, donc qui était un film documentaire qui a beaucoup fait parler de lui et qui a été unanimement qualifié de complotiste et retiré des plateformes. Il y a eu des procès, des choses comme ça. Et donc j'ai pris la bande son avec une intelligence artificielle d'ailleurs. J'ai pris la bande son, les paroles et ça me donnait une sorte de concentré. Alors concentré de complotisme, l'analyse montre que c'est moins rapide que ça. Il y a du complotisme, mais il y a aussi des fake news. Et fake news et complotisme, ça n'est pas exactement la même chose. Et là derrière, il faut peut-être aller aussi voir de plus près. C'est-à-dire qu'en gros, les fake news sont accessibles à ce qu'on appelle le fact-checking, c'est-à-dire essayer de démontrer qu'un fait n'est pas juste, alors que le complotisme, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, dans Hold Up, il y avait les deux dimensions. Je passe rapidement là-dessus, simplement pour dire que lorsque j'ai injecté ça, je me suis aperçu que finalement, il y avait beaucoup de domaines lexicaux qui étaient sensibles au complotisme ou aux fake news. Et que, en gros, j'avais 4, et ça sera un petit peu la fin de mon discours, j'avais 4 grands discours. J'ai un discours de description. Ce que je disais tout à l'heure, l'analyse des causes et des conséquences d'un phénomène ou la quantification d'un phénomène. Ça, c'est assez imperméable au complotisme. Je ne retrouve pas de classe lexicale de hold-up dans cette classe-là. Il y a une deuxième classe de discours qui est plutôt la controverse. La controverse, c'est on reste focalisé sur l'objet, virus, vaccin, etc., mais on rentre dans une discussion. Et là, c'est là qu'on voit le débat sur l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, au départ, est une controverse. Ça n'est pas en soi une fake news ou du complotisme. Ça peut par contre ouvrir la porte à du complotisme, à une fake news, lorsque l'hydroxychloroquine prend une valeur sociale, qu'on ne la considère plus comme est-ce que c'est un moyen, est-ce qu'on peut le tester, est-ce que c'est une thérapie qui a fait ses preuves, etc. Mais qu'on en fait un rapport social, c'est-à-dire est-ce que c'est un moyen qui est privilégié par certains contre d'autres et que prendre position là-dessus a une valeur sociale. Le troisième cas, c'est la polémique. La polémique, c'est lorsqu'on sort un petit peu de l'objet lui-même pour globaliser cet objet dans un ensemble de relations sociales. Et là, on va avoir des discours
qui sont beaucoup plus virulents, agressifs. Hein. On va essayer de justifier ma pratique, de stigmatiser la pratique de l'autre. Et donc, on va utiliser le vaccin ou le virus comme un moyen de faire jouer des rapports d'alliance et d'opposition entre les groupes. Et le quatrième, c'est la propagande. Et avec la propagande, on revient à un discours qui est un discours de monologue, où on va essayer d'imposer une idée et surtout d'imposer des valeurs. C'est-à-dire que ça ne va plus avoir simplement le statut d'argument d'opposition entre des groupes, mais de valeurs universelles. Et donc là, qu'est-ce que ça nous dit sur la liberté? Qu'est-ce que ça nous dit sur l'histoire, hein? On voit arriver des choses comme ça nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, etc. Donc tout à coup, le vaccin nous renvoie à la Seconde Guerre mondiale, au nazisme, etc. Et donc, j'ai été amené à définir que le complotisme, finalement, était une partie radicalisée de cette propagande. Que là-dedans, et ça a une référence à l'engagement, il y a des gens qui connaissent un engagement très fort dans ces propos-là et qui vont devenir des militants de cette propagande. Et donc, toute propagande n'est pas complotiste, mais il y a une partie radicalisée de la propagande qui peut conduire au complotisme. Et ça a au moins deux conséquences, et je finirai peut-être là-dessus, puis avec une petite citation. La première conséquence, je vais prendre surtout celle-là, c'est de se dire, quelquefois on entend que pour lutter contre les complotismes, il faut construire des contre-discours ou des narratifs qui vont aller à l'encontre de ces discours-là. C'est-à-dire passer directement du discours scientifique au discours propagandiste, comme si le discours savant pouvait convertir un croyant. Ce n'est pas un scoop, aucun discours savant n'a jamais converti un croyant. Donc ça me paraît voué à l'échec. Et donc, d'ailleurs, le discours de savant va assez vite devenir un discours de sachant. Et le discours de sachant, on sait qu'il est disqualifié. Son producteur est disqualifié, ses conditions de production sont disqualifiées. Donc cette attitude, et qui est pourtant l'attitude dominante, il y a des appels d'offres avec des millions d'euros pour construire des contre-discours et des contre-narratifs. À mon avis, est voué à l'échec. Donc il faudrait peut-être passer par autre chose, c'est-à-dire reprendre ces 4 discours et faire une trajectoire inverse. Essayer de faire passer les gens de la propagande à la polémique, et donc je vais réhabiliter la polémique. Oui, la polémique peut avoir un rôle intéressant. Quelquefois, c'est agaçant, la polémique. On n'aime pas la polémique. Mais tant qu'il y a de la polémique, il y a du dialogue. Alors, bien sûr, ce n'est pas du dialogue très agréable, hein, c'est des insultes. Mais on peut partir sur une base de dialogue. Si on est dans la polémique plutôt que dans la propagande, ça veut dire qu'on accepte une base de dialogue. Et à partir de là, on peut passer à la controverse, c'est-à-dire focaliser la polémique non plus sur les oppositions entre des gens, mais sur des controverses sur un objet, et petit à petit peut-être injecter des choses qui seront plus descriptives, analytiques, et amener les gens progressivement à adopter le système 2 de la pensée de Kahneman. Donc pour conclure, vous avez vu à peu près le propos général, hein. Pour moi l'attention, j'allais dire, si le monde se sépare en deux, et ça c'est quelque chose qu'on a écrit dans la BD, il se sépare entre ceux qui cherchent à comprendre et ceux qui veulent avoir raison. Et très souvent, alors c'est nous-mêmes qui sommes partagés en deux en permanence. Est-ce que vis-à-vis de quelque chose, est-ce que je veux chercher à le comprendre ou est-ce que je veux avoir raison? Et peut-être que la question qu'on a à se poser, c'est celle-là. Comment apprendre aux gens à quelquefois essayer de rentrer dans le doute? Et le doute n'est pas la suspicion, je le redis. C'est vraiment ce qui oppose les deux systèmes de pensée. Essayer de penser les choses un peu plus comme un botaniste et un peu moins comme un fleuriste. Essayer de faire attention à nos propres biais cognitifs, de ne pas penser les choses de façon purement identitaire, c'est-à-dire en fonction de nos propres attachements, de nos propres affinités. Essayer aussi de ne pas surgénéraliser nos cas particuliers en essayant de penser que tout le monde devrait penser comme nous et faire comme nous, mais essayer de considérer la complexité des choses. Je vais finir simplement, avant de donner la parole à JB, par une citation. J'ai commencé par des citations forcément négatives, et je voudrais finir par une positive, qui vient d'un grand capitaine d'industrie aussi, qui est Patrick Kane, PDG de Thales, qui est aussi président de l'Association nationale de la recherche technologique, et c'était quelque chose d'important pour nous, parce que c'est un institut, c'est une association qui cofinance des thèses à l'université. Et il est aussi vice-président de France Industrie. Et il écrivait dans Les Échos en juin 2022,
L'affaiblissement du savoir mathématique et scientifique des jeunes n'est pas seulement un problème pour les entreprises, il constitue une menace pour une société démocratique. La défiance irraisonnée envers la science tue. Je trouve que c'est une belle citation pour finir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Marchand. Donc, la parole est maintenant à Monsieur Mébec. Bonjour. Alors, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup moins de légitimité académique que mon collègue à m'exprimer devant vous sur ces sujets. Je suis auteur de BD et donc je n'ai pas de qualification ou de diplôme m'autorisant à parler de graves questions comme l'esprit critique, la chute de la culture scientifique ou la montée de la pensée complotiste. Mais rassurez-vous, ça ne va pas m'empêcher de le faire quand même. Alors, avec Pascal, on a réalisé une BD qui s'appelle Eureka, une histoire des idées scientifiques durant l'Antiquité, que vous pourrez trouver à côté. Et elle présente sur un mode humoristique l'aube des idées scientifiques, l'aube de l'histoire des sciences, pardon, et principalement dans la Grèce antique. Alors, Pascal a rédigé toute la partie historiographique et scientifique, et puis aussi un plan, la pagination, et moi j'ai fait tout ce qui concerne la narration et le dessin. Donc notre but est de réaliser une histoire des idées scientifiques depuis le début des temps jusqu'au XXe siècle. Je ne sais pas si on y arrivera jusqu'au bout, on y reviendra. Alors personnellement, à la base, je n'ai pas un goût particulier pour les sciences ou pour l'histoire ou pour l'épistémologie. Et pourtant, quand Pascal m'a proposé ce projet, j'ai immédiatement accepté. Alors les auteurs disent souvent qu'ils font un livre en réaction à leur livre précédent. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi en l'occurrence. Mon livre précédent, c'était Cosmo Bacchus. Vous ne l'avez pas cité tout à l'heure, mais c'était un oubli pas grave du tout, parce que je vais en parler maintenant. Cosmo Bacchus, c'est en réalité la réunion de 3 tomes d'une BD qui est une enquête que j'ai réalisé entre 2015 et 2020, et qui est une enquête, à la base, je voulais faire une BD sur le vin, et ensuite c'est parti sur, je me suis accoquiné avec un caviste qui était un peu écolo, donc qui s'intéressait à la biologie, biodynamie, et donc je me suis dit, tiens, biodynamie, ça a l'air intéressant, j'ai un peu creusé pour voir ce qu'il en était. Voilà. Et en creusant sur ce sujet de la biodynamie, on peut dire que je suis tombé dans le terrier du lapin blanc. Voilà. J'ai appris que les préparations biodynamiques sont de nature homéopathique, c'est-à-dire qu'on mélange une très faible quantité de matière. Donc de la matière, c'est de la bouse de vache, de la silice ou des broyats de plantes par exemple, dans de grandes quantités d'eau ou de compost, parce que la biodynamie ne s'adresse pas au monde matériel, elle s'adresse au monde éthérique. Donc moins il y a de matière, plus ça marche. Voilà, c'est logique. Les matières doivent être enfermées dans des organes d'animaux. Corne de vache, c'est ce qu'on connaît le mieux, un peu de bouse de vache dans une corne de vache qu'on enterre. Ça peut être aussi des vessies de cerf, des mésentères de bœuf, ou même des crânes d'animal domestique. Ça, on prend ce qu'on veut, ça marche. Et ensuite, il faut exposer ça souvent aux rayons cosmiques. Donc, le caviste et moi, nous partons interviewer des vignerons à travers la France et parallèlement, je lis les écrits de Rudolf Steiner. Donc, Rudolf Steiner, c'est un polygraphe occultiste qui a vécu au 19e siècle et jusqu'au début du 20e, en 1925, 26, je crois, il est mort. Et qui est à l'origine de la biodynamie. Donc, c'est lui qui a lancé, qui a inventé même cette méthode. Et donc, j'apprends plein de choses. J'apprends que les préparations biodynamiques sont en fait des offrandes aux êtres élémentaux. Les êtres élémentaux, ce sont les gnomes, les ondines, les sylphes et les salamandres. Donc ce sont des êtres, des lutins, on va dire, qui sont liés aux 4 éléments d'Empédocle, dont on parle dans Eureka par ailleurs. Donc la terre, l'eau, l'air et le feu. Et ce sont les êtres élémentaux qui sont les gardiens des plantes. Parce qu'en fait, il y a d'autres êtres élémentaux partout, pour tout, mais ceux-là, c'est les êtres utiles à l'agriculteur. Donc, c'est les gardiens des plantes. Chaque type d'être élémental, donc les gnomes, les ondines, machin, est assigné à une partie de la plante. Les gnomes s'occupent des racines,
les ondines des feuilles, les sylphes des fleurs et les salamandres des fruits. C'est pourquoi en biodynamie, il y a des jours fruits, des jours feuilles, des jours fleurs, des jours racines. Voilà. Et ces jours sont réglementés par un calendrier cosmique extrêmement précis qui est vendu un peu partout dans les magasins de biologie ou d'agriculture, quoi. Voilà. Certains jours, les astres sont bénéfiques aux gnomes, donc jour racine, il faut planter. En jour feuille, donc c'est les ondines, il faut arroser, voilà. En jour fleur, c'est les sylphes, il faut tailler. Et en jour fruit, c'est le jour salamandre où il faut vendanger. Alors, par exemple, en biodynamie, c'est beaucoup appliqué au vin. Il ne faut surtout pas goûter du vin biodynamique un jour racine parce qu'il n'est pas bon. Donc si jamais vous goûtez un vin biodynamique et qu'il n'est pas bon, c'est qu'on est en jour racine. Donc, je cherche à en savoir plus sur ces êtres élémentaux. J'apprends que ces êtres ont été créés par, devinez, les hiérarchies angéliques à la création du monde. Ces êtres divins, qui sont d'un niveau spirituel extrêmement élevé, sont trop élevés justement pour manipuler la matière. Alors, comme ils ont créé le monde, ils avaient besoin quand même de manipuler la matière, donc ils ont créé des êtres intermédiaires entre eux et la matière pour pouvoir faire ça. Donc, c'est leur rôle. Les êtres élémentaux, l'avantage, c'est qu'ils ont leur âme dans le monde matériel et leur corps dans le monde éthérique. Donc, les humains normaux ne peuvent pas les voir. Mais les petits-enfants et les animaux peuvent les apercevoir de temps en temps, et certains géobiologistes aussi. Bon, je ne vais pas continuer parce que j'apprends une avalanche d'informations de ce type, plus étonnantes les unes que les autres. Je vous les épargne. Parce que j'essaye vraiment de comprendre la logique de l'anthroposophie. C'est une vision du monde vraiment alternative proposée par Rudolf Steiner, qui est inspirée de la théosophie de Helena Blavatsky. Alors, les plus inquiétantes de ces informations ne se trouvent pas dans le corpus de Steiner, finalement, mais bien dans les répercussions réelles que ce corpus a encore aujourd'hui. Ainsi, il y a une médecine anthroposophique. Celle-ci est basée sur le réalignement des corps physiques, éthériques et astraux des humains, parce que les humains n'ont pas qu'un corps physique, hein, ils ont 7 corps, mais je ne rentre pas dans les détails. Elle conseille, par exemple, d'exposer les enfants aux maladies infantiles, donc elle proscrit absolument les vaccins, car ils sont réputés séparer l'âme du corps sous l'effet du démon Ahriman. En fait, les vaccins seraient, selon Rudolf Steiner, une ruse du démon Ahriman pour séparer l'âme des corps et empêcher les gens d'être de bons anthroposophes, si vous voulez. C'est une théorie qui a eu du succès pendant la pandémie de Covid, et elle a causé de grands dommages et des milliers de morts, et même, je dirais, des centaines de milliers. Alors, je me permets de dire ça parce que Bolsonaro avait une conseillère médicale qui s'appelait Nise Yamaguchi, qui était directrice de l'Institut Ita Wegman au Brésil. Et Ita Wegman, qui était une collaboratrice de Rudolf Steiner et une des inventrices avec Steiner de la médecine anthroposophique. Donc elle a conseillé évidemment à Bolsonaro de ne pas vacciner les gens, de ne pas mettre de masque et de leur donner plutôt de l'hydroxychloroquine. Donc c'est aussi un médecin américain anthroposophe, le docteur Cowan, qui a eu l'idée géniale de dire que la pandémie n'était pas due au virus, mais au déploiement de la 5G. Donc c'est un anthroposophe qui a dit ça. Donc les anthroposophes sont rétifs à tous les traitements de la médecine scientifique, rationnelle, basée sur les preuves, quoi. Par contre, ils ont promu activement l'hydroxychloroquine. Et le docteur Raoult, j'ai découvert qu'il écrivait des articles élogieux sur la biodynamie dans Le Point, des années avant la pandémie, en fait. Donc, vous voyez qu'il était déjà pas net au départ. Donc, en Suisse, en Allemagne et au Brésil, et dans d'autres pays aussi, les anthroposophes possèdent des cliniques, des laboratoires médicaux, qui sont les laboratoires Velleda.
Alors, tu les as évoqués tout à l'heure, non? Ah oui, en lien avec Seven Pharma. Là. Ouais. Seven Pharma, c'est autre chose. Ils proposent des produits de détox, mais ils sont en lien avec une secte, Invitation à la vie, qui fait de la guérison des cancers par l'imposition des mains. Voilà. Et donc Velleda, en France, elle se contente de vendre des produits parapharmaceutiques, des crèmes qui sont très répandus et très appréciés, que vous connaissez probablement. Alors, c'est pas tout sur l'anthroposophie, il y a aussi des écoles, les écoles Steiner-Waldorf. Et dans ces écoles, les liens avec l'anthroposophie existent très, très fermement, mais ils sont soigneusement dissimulés. Pourtant, ils sont bien réels. Alors, il faut savoir que l'anthroposophie a cette particularité de se répandre partout, mais de bien se planquer. Voilà. Les contenus anthroposophiques dans les écoles sont enseignés, mais sans dire ce qu'ils sont. On va les retrouver dans des poèmes que les enfants vont dire. Par exemple, le matin, ils vont faire une parole au soleil, qui est en fait une prière anthroposophique qui a été rédigée par Rudolf Steiner, mais ça va être juste une poésie. On va leur enseigner ça dans des mythes, en fait, parce que les anthroposophes, en fait, reprennent plein de mythes de l'humanité, mais comme si c'était des... Non, c'est trop tôt. Comme si c'était des réalités, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui est un peu délirant pour les anthroposophes, c'est vrai. Donc ils vont enseigner des mythes aux enfants, mais sans leur dire que ce sont des mythes et sans faire la distinction entre ce qui est mythologique et ce qui est réel. Voilà. Donc les enfants les plus sensibles à ces éléments vont être récupérés par l'anthroposophie pour devenir anthroposophes. Ou promoteurs de l'anthroposophie, parfois même sans le savoir, mais vous savez, des gens comme ça qui promeuvent une doctrine sans en connaître le nom même. Voilà. Par contre, vous avez plein d'enfants qui vont sortir des écoles Steiner-Waldorf sans savoir qu'ils ont été exposés à de l'anthroposophie, en fait, parce que c'est planqué. Notamment, c'est des écoles qui sont souvent en contrat avec l'éducation nationale, donc ils font attention à ce que... le lien avec une secte ne soit pas très visible. Donc il y a aussi une religion anthroposophique, il y a aussi une finance anthroposophique. Alors il y a aussi du béton anthroposophique, comme en parlait tout à l'heure Pascal, qui est notamment présent dans des barrages, dans des constructions. Et il y a un YouTuber dont je vous invite à aller voir la vidéo, qui s'appelle G1000 Alors, je crois qu'elle est strikée d'ailleurs, cette vidéo maintenant. Hein. Donc, vous ne pouvez plus la voir. Peut-être qu'elle est sauvegardée à certains endroits. Donc, si vous cherchez, vous la trouverez. Qui a documenté toute cette histoire de béton anthroposophique qui est présent dans des tas d'ouvrages publics. Parce que, et après, il bifurque sur la géobiologie, qui est aussi une méthode anthroposophe. Moi, j'ai interviewé un vigneron qui fait de la géobiologie, il appelle ça de la cosmoculture, donc il fait de la biodynamie plus de la géobiologie, donc ce sont des choses très liées. Et figurez-vous que, comme l'évoquait Pascal tout à l'heure, les chambres d'agriculture imposent à toute construction d'éoliennes, par exemple, qu'il y ait une étude de géobiologie qui soit faite pour valider cette étude. Donc il y a un géobiologue qui est payé et puis qui fait des dispositifs un peu étonnants. Enfin, souvent, c'est une feuille de papier avec un signe dessiné dessus, des trucs comme ça, un objet en plastique qui est enterré devant l'éolienne. Voilà. Et donc, c'est payé avec des deniers publics et c'est financé, c'est ordonné par les chambres d'agriculture et les préfectures. Voilà. Très bien. Donc, l'anthroposophie est présente aussi là-dedans. L'anthroposophie est présente aussi en politique, et souvent chez les écologistes, malheureusement, mais pas seulement, puisque nous avons eu une ministre très proche de l'anthroposophie, en la personne de Françoise Nyssen, qui a été ministre de la Culture, vous vous en souvenez, j'en suis sûr, entre 2017 et 2018. Donc cette dame avait monté une école d'inspiration Steiner, hein, très clairement, puis elle faisait les méditations Steiner, enfin elle s'en défendait évidemment, mais elle était anthroposophe. Mais alors, je crois qu'une des choses les plus gênantes, en tout cas qui me gêne moi, en ce qui concerne l'anthroposophie, c'est la théorie des races héritée de la théosophie. Alors, en gros, pour les anthroposophes, et je ne parle pas historiquement, mais aussi pour les anthroposophes d'aujourd'hui, hein,
puisque c'est Rudolf Steiner qui l'a écrit. Et Rudolf Steiner a toujours raison, pour la raison simple qu'il a vu le passé et l'avenir de l'humanité en discutant avec les divinités et en lisant les chroniques de l'Akasha, qui sont... Bon, je ne rentre pas dans les détails, ça nous emmènerait très loin. Mais il a raison, donc comme il a écrit ça, forcément c'est vrai. Donc voilà, ce qui devrait dominer aujourd'hui dans le monde, c'est la race aryenne germanique. Voilà. Donc ça c'est un petit souci quand même. Hein. Petit souci. Et les autres races en fait sont des... Alors, bon, ça me gêne un peu de le dire, mais c'est ce que dit Steiner. Donc, ce sont des restes d'anciennes races mères, vous voyez, donc les Atlantes et les Muriens qui ont un peu dégénéré. Donc, ça donne tout ce qui n'est pas aryen germanique. Voilà. Donc, normalement, la race aryenne devrait dominer, mais malheureusement, les forces adverses, donc les démons, donc Ahriman dont je vous parlais tout à l'heure et dans une certaine mesure Lucifer aussi, sont allés contre cet état de choses, et ce qui fait que voilà, les Aryens ne dominent pas. En fait, historiquement, bon là je rentre un peu dans le détail aussi, l'anthroposophie est une alternative au nazisme, c'est-à-dire c'est une version élitiste, si vous voulez. Le nazisme se distingue par son côté populaire et violent. Les anthroposophes sont ni violents ni populistes, mais c'est une forme de racialisme élitiste. Voilà. Donc, quand on sort de 5 ans d'une... J'ai mon micro qui grésille un peu, hein. Je sais pas, c'est peut-être gênant. Quand on sort de 5 ans d'une enquête comme ça, on est un peu en panique. Moi, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Moi, j'étais parti pour faire une BD sur le vin, si vous voulez. Donc, et c'est comme quand on a un bébé, quand on attend un bébé et tout, on voit des bébés partout. Et bien là, moi, je voyais des anthroposophes partout, quoi. Et c'est vrai qu'en réalité, quand on connaît bien le problème et qu'on sait relever certains indices, eh bien, il y en a quand même beaucoup un peu partout. L'anthroposophie étant un des piliers du New Age, on la retrouve chez presque tous les mouvements complotistes, quoi. Voilà. Parce que il y a le complot, donc il y a les fake news, il y a le complotisme, et puis après, ça c'est encore, je pense, une autre catégorie notre catégorie, quoi. C'est vraiment un truc très structuré, quoi. Le complotisme n'est pas forcément structuré, mais ça c'est une doctrine très structurée qui irrigue le New Age et le complotisme depuis les années 20, quoi. Voilà. Donc on la retrouve chez presque tous les mouvements complotistes, chez les pseudothérapeutes, donc voilà, dans les salons du bien-être, dans les magasins bio. Par exemple, chez Biocop, il y a des gens qui sont dans l'organigramme, je veux dire, au niveau qui viennent de l'anthroposophie, dans les médias écolos et chez certains politiques, donc, comme on l'a dit. Donc, je crois qu'une des choses qui m'a le plus déprimé, c'est le fait de trouver des gens proches de l'anthroposophie dans les milieux écologistes et même dans les milieux scientifiques. Parce qu'au regard de la catastrophe environnementale que nous avons à gérer, c'est dans le domaine de l'environnement que la rationalité et le rapport au réel, je préfère parler de rapport au réel en fait, qui devrait être le plus présent. L'écologie, c'est une chose vraiment trop sérieuse pour la laisser aux anthroposophes. Donc, moi, j'avais fait un bouquin qui dénonce ça et qui met au grand jour cette doctrine et qui explique pourquoi c'est un problème. C'est bien, c'est une chose dont je suis fier encore, mais à critiquer les sectes dans un livre ou sur les réseaux sociaux, comme j'ai pu le faire à de nombreuses reprises, ça reste alors c'est de la polémique, hein, comme on disait, c'est bien, mais ça reste quand même négatif, ça ne construit rien et ça ne propose pas une alternative. Alors, depuis Cosmobacus, je suis rentré dans des groupes et des associations d'esprit critique. Est-ce que vous entendez mon micro Non, c'est bon. Ouais. Je continue, ouais. Donc, on a réalisé un livre avec Pascal qui s'appelle Eureka. Voilà, donc je saute un peu. Voilà. Et ce qu'on voulait, donc moi, c'est le projet auquel je rêvais sans même savoir que j'y pensais, quoi. C'était vraiment l'histoire des sciences jusqu'à nos jours, un projet humoristique qui montre en fait comment la pensée s'est constituée, pourquoi on sait ce qu'on sait, montrer aussi les errements de la pensée, les impasses dans lesquelles elle s'engouffre pendant des millénaires et sans trouver la sortie. Et prouver aussi que la science n'est pas une croyance comme les autres, expliquer les difficultés qu'on a quand on cherche à comprendre le réel, les pièges de la pensée, et comment nos points de vue modifient
la façon dont on voit le monde. Et en fait, c'est exactement ça que je voulais faire. Donc, le projet Épistémé, c'est l'histoire de la connaissance, une sorte d'encyclopédie humoristique qui s'étale de l'aube de l'humanité jusqu'au XXe siècle et programmée pour 5 tomes. Donc, ces histoires aux allures de manuels inoffensifs sont en réalité conçues comme des armes contre la désinformation, les fake news et le complotisme, et aussi la pensée d'extrême droite qui s'en nourrit. Et finalement, le fascisme qui menace de nouveau notre monde. Car quelle meilleure façon de réaffirmer nos connaissances du réel qu'en montrant comment elles se sont constituées et comment mieux le faire qu'en utilisant l'humour. C'est-à-dire que ce n'est pas un discours qui va contre le complotisme, c'est un autre discours, mais qui montre en fait que comment les choses se sont créées, quoi. Donc Épistémé, c'est un projet humaniste dont le but est de vacciner le lecteur contre la pensée antiscientifique. Et par là, c'est un livre antifasciste. Le raccourci est un peu saisissant, mais de nombreuses études semblent indiquer que la pensée antiscientifique est liée au complotisme, lui-même lié à l'extrême droite. Donc c'est un projet d'une grande ambition et nous sommes bien entendu parfaitement lucides sur la portée qu'il peut avoir. Néanmoins, dans le monde d'aujourd'hui, il nous semble que toute entreprise allant dans le sens de la réconciliation des humains avec le réel doit être tentée, même si elle paraît un peu vaine. Et donc on a fait ça avec une grande détermination et quelques difficultés aussi, parce que l'éditeur nous a dit que le projet était peut-être pas suffisamment rentable pour faire le tome 2. Alors ça c'est... heureusement, on l'a convaincu que si. Voilà. Mais dans le contexte... éditorial actuel, c'est vrai que c'est pas toujours évident de se faire une place. Donc, si vous êtes copain avec des journalistes, un service de presse, n'hésitez pas à nous mettre en contact. Voilà. Et je pense que dans le contexte d'aujourd'hui où des milliardaires d'extrême droite rachètent des médias et même des écoles de journalistes, c'est important que ce genre de projet trouve toute sa place. Voilà. Je vous remercie. Merci, Monsieur Mébec. Donc, il nous reste un petit quart d'heure pour les questions et les interventions dans la salle. On vous passera un micro. Oui, bonjour. Ce serait une question pour Pascal Marchand, parce que j'ai récemment vu parmi toutes les fake news qui passent, une référence à RKI, à Rudolf Koch Institute en Allemagne, donc qui est vraiment une caution scientifique assez énorme, qui dit que le Covid n'avait pas lieu de donner autant de vaccins ou tout ça, que c'était une simple grippe et qu'il n'y avait pas lieu d'avoir fait tout ce tintouin, et que l'hydroxychloroquine ou tout ça pouvait très bien y arriver à bout sans problème. Donc je ne sais pas si vous avez eu des infos sur ce... C'est un film qui passe sur Internet, bien sûr, et donc c'est une caution scientifique importante en Allemagne, c'est une grande instance scientifique, et donc voir s'il y avait eu une analyse de cette chose-là. Merci. Une deuxième question peut-être dans la foulée. Bonjour et merci beaucoup pour votre exposé qui me fait chaud au cœur. À moi qui suis l'ancien vice-président du NATFI, donc votre discours m'a rempli de joie. Vous réclamiez un journaliste, je crois que vous devez connaître Julien Pain, qui est journaliste à France Info, et ce jeune journaliste a beaucoup de courage parce qu'il fait une émission où il démonte le discours complotiste, etc. Je citerai 3 autres noms. Il y a Grégoire Perra qui tient un blog qui est un ancien professeur dans une école Steiner-Waldorf, et je crois que c'est le seul compatriote qui attaque frontalement l'organisation de Rudolf Steiner, qui régulièrement lui fait des procès qui gagnent tous. Et donc c'est quelqu'un de très courageux comme Monsieur Pain. Et il y a 2 autres aussi
personnes que je vous encourage à suivre, c'est Tristan Mendes France et Rudi Reichstadt qui ont fondé l'association Conspira Watch. Ils ont un blog, ils ont une newsletter et eux aussi démontent du matin au soir le discours complotiste, etc. Alors moi, ce qui m'inquiète beaucoup à titre personnel, vous avez parlé très justement, vous avez cité ce prix Nobel qui parle des tortues et des lièvres. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand j'entends une tortue qui devient un lièvre. L'exemple le plus célèbre, à mon avis, c'est lui qui a mis le feu dans le discours public, c'est Claude Allègre, qui est un très grand scientifique et qui est venu expliquer sur un plateau télé que le réchauffement climatique était une fable. Ça m'inquiète, parce que ça soit un abruti qui disait conneries, bon, mais que ça soit un très grand scientifique qui vienne expliquer aux gens que le réchauffement climatique est une fable, ça m'inquiète beaucoup. Voilà. Il y a aussi, alors moi j'en ai connu à l'UNATFI, il y a aussi des lièvres qui deviennent des tortues, c'est-à-dire des gens qui se rendent compte qu'ils ont été manipulés. Il y a la notion d'emprise mentale qui est très importante pour nous à l'UNATFI. Et donc, bon, vous avez au début de votre intervention cité les forces réactionnaires, mais grâce à Dieu, les rebelles s'organisent et je viens de vous donner quelques exemples. Merci. Merci monsieur. Donc, un petit retour de monsieur Marchand avant de redonner le micro à la salle. Alors oui, et puis aussi JB sur un point ou deux. Tiens, je rebondis. Hop, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Je rebondis sur la dernière intervention et j'ai en face de moi Willy Lafranc sur les rencontres de l'esprit critique, sur comment arriver à faire en sorte que des lièvres deviennent des tortues. On a quand même quelque chose d'assez exceptionnel sur Toulouse qui sont les rencontres de l'esprit critique en avril et avec beaucoup de personnes qui sont des anciens partisans de pseudosciences, pour le dire très très vite, et qui maintenant se sont spécialisés dans la démystification et la dénonciation de charlatanisme. Donc voilà, j'encourage absolument tout le monde à venir à ces 2 journées autour de mi-avril, des rencontres de l'esprit critique à la Beige. Autre chose, une première réaction, alors je ne connais pas cet institut-là, mais il faut quand même, ça me permet de dire autre chose qui est important, c'est qu'il ne faut pas oublier que la science est devenue, et cette évolution est en train de s'accroître, est devenue, a pris comme modèle un modèle industriel. Hein, c'est-à-dire que la science est devenue concurrentielle. Et donc à l'heure actuelle, défendre une théorie, un modèle ou une production scientifique, ça n'est pas uniquement défendre une production de connaissances, c'est défendre un modèle économique. Un patron de labo maintenant est un chef d'entreprise et revenir en arrière sur la production d'une connaissance, c'est un échec industriel. Et ça explique aussi beaucoup la fuite en avant d'un certain nombre de productions de connaissances dont on sait qu'elles sont fausses. Vous pouvez regarder un petit peu le nombre d'articles qui ont été rétractés des grandes revues scientifiques ces dernières semaines. C'est-à-dire qu'un certain nombre de choses ont été publiées. Alors, et je passe sous silence, on a un collègue ici avec qui on travaille, qui est Guillaume Cabanac, qui est spécialiste dans la détection de faux articles scientifiques, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment d'articles qui ont été publiés par des laboratoires, mais dont on sait maintenant qu'ils ont été biaisés au niveau méthodologique et qui sont en train d'être rétractés des revues. Par contre, c'est un petit peu comme ce que je disais au départ sur la Russie, le mal est fait et ça continue, on continue quand même à s'y référer dans les réseaux sociaux. Donc voilà, il ne faut pas oublier que le modèle économique de production de la science explique aussi qu'il y a une grande diffusion de choses dont on sait après, ou même sur le coup, que ce sont de fausses informations, de fausses découvertes. Donc je ne connais pas ce cas particulier, mais ça ne m'étonnerait pas du tout que ça soit lié aussi à ce genre de choses. Et il y avait une chose... oui, alors par rapport aux personnes que vous mentionnez, Tristan Mendes France, par exemple, c'est à lui clairement que je pensais sur la question des moteurs de recherche, des plateformes de vente de livres en ligne. Quand je disais que quand on tape Covid-19 sur Fnac, la première chose qui sort, c'est des antivax, ou quand on tape climat, c'est des climato-sceptiques, c'est des livres de climato-sceptiques. C'est notamment Tristan Mendes France qui a mis ça en évidence. Sur les autres, peut-être que tu veux en dire 2 mots, c'est des gens que tu connais. Oui, non, Julien Pin, effectivement, je connais son travail. Grégoire Perra, je l'ai interviewé dans la BD, on est restés amis, donc je suis en contact régulier avec lui. Quant aux autres, non, Tristan Mendes France, je ne connaissais pas trop, et le troisième non plus, mais bon, c'est bien, on va se renseigner.
Aussi Conspiracy Watch. Conspiracy Watch. On connaît bien, oui. Oui. Ça, oui. Voilà, encore une question ou deux pour finir cette séance. Oui, je voulais poser une question par rapport, je pense que c'est l'épisode de France 5 sur la fabrique du mensonge qui mettait en évidence le respect des grands réseaux sociaux dans le fait du choix des algorithmes, de favoriser en fait les fake news parce qu'elles ont une charge émotionnelle beaucoup plus forte qu'une information basée effectivement sur des faits et des analyses. Comment lutter contre ce phénomène ? Est-ce que finalement tous ces projets que vous venez de citer, même s'ils existent, est-ce que finalement ils ont une visibilité par rapport aux producteurs de fake news, qui peuvent être gouvernementaux, complotistes, etc. Et derrière, est-ce que ça pose pas aussi la question de la liberté d'expression ? Oui, alors vous avez donné énormément d'éléments de réponse déjà dans la question. Je crois que là-dessus, personne ne peut imaginer avoir une réponse à cette question. C'est d'une complexité immense. Donc j'ai des collègues en sciences des données qui travaillent sur les bulles d'information, sur les algorithmes, sur la façon d'intervenir là-dessus. Nous, on a une autre perspective qui est à l'arrivée, c'est l'usager qu'il faut armer. Ce qu'on appelle, nous, des antivirus cognitifs. Vous savez, en cybersécurité, on dit toujours que la faille de sécurité principale, elle se situe entre la chaise et le clavier. C'est là qu'elle a une faille de sécurité. Alors on appelle ça le facteur humain, on appelle ça comme vous voulez, mais à un moment donné, quand on sait que 80% des attaques de phishing, je co-encadre une thèse sur le phishing, l'hameçonnage, donc les spams que vous recevez qui tendent à vous faire cliquer sur un lien pour ensuite vous prendre des données. 80% de celles qui réussissent, c'est dû à une faille humaine à un moment donné, quelqu'un qui a fait une mauvaise manœuvre. Et ces opérations de phishing, en phishing peu ciblé, ça peut aller jusqu'à 23 à 24% de réussite. C'est quand même assez énorme. Imaginez une entreprise qui ouvre une faille de sécurité, ça peut être extrêmement dramatique. Et donc nous, on a décidé de travailler plutôt à cette échelle-là. Mais je ne sous-estime pas du tout les gens qui travaillent sur des pare-feux, des anti-spam, etc. Voilà. Moi, je me dis que on aura souvent une guerre de retard sur la cybermalveillance. Ces gens-là sont en avance et ils savent anticiper des choses que les agents de cybersécurité découvrent une fois qu'elles sont faites. Donc l'idée qu'on développe nous maintenant et au plus haut niveau j'en ai confirmation maintenant de la cyberdéfense par exemple, on commence à s'intéresser à la menace cognitive, c'est que si on arrive à équiper les gens, je reprendrai un petit peu ce qu'on disait, du minimum de raisonnement de la tortue, en se disant à chaque fois que je reçois un message, pourquoi est-ce que je reçois ce message? Pourquoi moi? D'où il vient? Est-ce que je suis sûr que c'est la personne? Pourquoi il arrive maintenant? Parce qu'on sait que ce qu'on appelle les ingénieurs sociaux, puisque les hackers qui nous envoient des spams, on appelle ça du social engineering. On sait qu'ils ont tous ces paramètres-là en tête et qui savent à quelle heure ils ont le maximum de chances de faire cliquer quelqu'un, etc. Donc si nous, on arrive à équiper les jeunes, mais encore une fois, pas uniquement les jeunes, il y a un certain nombre d'études qui montrent que les jeunes sont presque mieux équipés que nous, que ma génération, sur ces questions-là. Mais du minimum de réflexion en disant je ne vais pas le faire tout de suite, je vais me calmer, même malgré la pression du temps, malgré le fait qu'on me dise attention, il n'y a plus que 3 places disponibles, il n'y a plus que 3 offres, ou dans 1 heure ça sera fini, cette offre aura disparu. Ça, ce sont des techniques auxquelles on peut être très très sensible. Si on se dit oula, mais c'est peut-être risqué cette chose-là, si on équipe les usagers d'un minimum de bagages sur la connaissance du web, mais aussi la culture scientifique générale, on devrait pouvoir améliorer ces choses-là. Mais ça passera plus par une éducation populaire aux médias et à l'information que par des contre-discours ou des pare-feux. Merci, Monsieur Marchand. Donc, il est l'heure, on est obligé d'en rester là. On va les remercier à nouveau, donc Monsieur Mébec et Monsieur Marchand. Voilà.